9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Faites entrer l'accusé sur RMC Story, mais aussi au bout de l'enquête sur France 2 où On de la raconte ici sur Europe 1. Les faits divers sont devenus incontournables dans les médias ces dernières années. Alors pourquoi un tel engouement pour des affaires souvent sordides, il faut bien le dire? On en parle avec maître Dorothée Bisakia-Bernstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au cabinet Setback et Dominique Rizet et Christophe Delay sont toujours avec nous qui présentent donc Faites entrer l'accusé. On a parlé de votre émission qui marche très bien sur RMC Story. Dans la maison, on le disait, On de la raconte, qui fait 6,5 millions de téléchargements le mois dernier, par exemple. Pour la presse, on peut citer aussi les chiffres de Society, dont les ventes avaient été multipliées par 6 l'été dernier, en 2020, avec leur feuilleton sur Dupont de Ligonnès. Je vous pose la question à tous les trois. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ces histoires plaisent autant au public? Dominique Rizet Non, je vais vous laisser répondre, parce que moi j'ai répondu. Alors, maître, Je pense que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires depuis leur petite enfance jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et je pense que des histoires qui contiennent tous les ingrédients du sordide, du morbide, touchent chez chacun la part sombre de son humanité. Et qu'on a à la fois un peu peur de sa propre part sombre, et donc on se rassure en regardant la normale de sa propre normalité. Après, je crois aussi qu'on adore les histoires avec du suspense. Le roman est né du feuilletonnage, et qu'un fait divers, c'est tout ça. Et s'il sort et qu'il est raconté médiatiquement, c'est qu'il contient les ingrédients qui vont plaire. Si on prend un exemple récent, le cas de Lina par exemple, quand on regarde Lina, son histoire, le profil familial, on se dit que Lina en fait c'est notre fille. Et donc forcément on s'y projette. Et il y a une donnée effectivement qui est importante, c'est le feuilleton. Évidemment, ce sont des histoires qui durent. Et donc, j'imagine que ça se passe aussi comme ça chez vous. Moi, mes enfants, ils me disent, au fait, Lina, ça en est où? Ça n'avance pas. Ouais. Mais on a un besoin, même si ça n'avance pas, de faire un point régulier sur l'enquête. Et pour ça, et je suis bien passé pour le savoir, les chaînes d'infos font le boulot. Oui, voilà. bien sûr. Ça participe à notre ADN. Il y a aussi depuis quelques années, il faut le dire, une montée en gamme du fait divers. Ça avait commencé à Faites entrer l'accusé, qui, on peut le dire aussi, a redonné un peu ses lettres de noblesse au genre. C'était il y a 20 ans, mais plus récemment, quand on voit la qualité des documentaires, par exemple Netflix, autour de l'affaire Grégory ou Fourniret, ça devient des polars du réel, en fait. Je vais être un peu méchant, parce que j'aime pas Netflix sur l'affaire Grégory. J'ai du mal avec ça, quoi. J'ai du mal avec Monique Olivier. C'est des affaires qui ont existé, c'est dur de les scénariser. Et moi, je suis tellement dans le souci du détail que quand je vois Netflix sur Grégory, ça me déplaît, quoi. Ça me convient pas du tout. Pourquoi il y a des choses fausses? Parce qu'il y a des choses fausses? Non, parce qu'il y a une option. L'option, c'est Bernard Laroche a tué Grégory. Et pardon, mais jusqu'à plus informé, Bernard Laroche, il est mort innocent, assassiné par Jean-Marie Villemain. Et jusque-là, personne n'a pu prouver qu'il avait tué c'est-à-dire que pour les besoins de la fiction, ils ont choisi un parti. Ils ont choisi une option ce serait plutôt Bernard Laroche. Moi, je trouve ça profondément malhonnête. Voilà. C'est ce qui plaît aux gens, qu'on leur propose une option, qu'on leur Bernard Laroche, il a une épouse, il a un petit garçon qui avait 4 ans, l'âge de Grégory au moment où il est tué. Sa femme était enceinte d'un petit garçon qu'elle a appelé Jean-Bernard Laroche. Vous voyez un peu le truc. Et donc, je trouve ça, j'aime pas, quoi. Il y a une tentation dans certaines émissions de scénariser et de prendre une option. Ouais. Et en fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je crois, je suis là depuis peu, mais qu'a fait entrer l'accusé, jamais une option n'est choisie. D'abord, les histoires qui sont traitées sont des histoires tranchées. Et deux, quand je vois la façon millimétrique que l'on a pour écrire l'histoire, je peux vous dire que ça se joue parfois à la virgule près. Et alors, qu'est-ce que c'est un bon fait divers? Pourquoi certaines histoires émergent plus que d'autres? Vous avez 1 minute 30 pour réfléchir à cette question. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 et la suite de la question média du jour ce matin. Pourquoi les programmes sur les faits divers nous passionnent tant? On en parle avec Dorothée Bisakia-Bernstein, avocate pénaliste au cabinet Setback, Dominique Rizet et Christophe Delay, qui présentent tous les deux Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Et alors, si on regarde les chiffres de l'année 2022, il y a eu un peu moins de 1000 homicides en France.
récurrence. Hein. La plupart, on ne va pas en parler. Certains auront droit peut-être à quelques lignes dans un canard local. Mais qu'est-ce qui fait que certaines de ces histoires, quelques-unes par an, vont émerger dans les médias? Comment est-ce qu'on l'explique ça? Moi, je dirais les personnages, les lieux, le contexte, l'histoire entre les personnages. Émile, voilà, il a 2 ans et demi, il disparaît dans ce petit village, et puis il a une famille qui est un peu particulière, qui est croyante, et puis c'est un tout petit hameau, un huis clos, 15 maisons, donc il y a forcément quelqu'un qui sait, parce que le gamin il n'est pas parti à 40 km de là à pied. Donc cette espèce de mystère où tout le monde se pose des questions. La discussion à la machine à café, c'est la discussion dans les dîners. Mais où il est, Émile? Mais où est-ce qu'il peut être, Émile? Ensuite, il y a Lina. Ah bah Lina, où elle est, Lina? Il y a des récurrences quand même, parce que les enfants, on sent que c'est quelque chose qui va toucher particulièrement, évidemment, le public. Et ça, c'est vraiment, on l'a vu dans beaucoup. Les enfants et les drames et les intrigues sexuelles. La maîtresse, l'affaire Jubilard, typiquement. Un petit soupçon de trafic de drogue, quelqu'un qui a l'air comme ça, très normal et qui cache en réalité une rancune ancienne. Il faut effectivement qu'on puisse échanger à la machine à café et puis qu'on puisse vous demander, mais vous maître ou vous qui bossez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez forcément, vous êtes avocate, vous savez, voilà, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ça, et puis il y a aussi les affaires concernant les stars. Ça a toujours aussi quelque chose d'un peu sulfureux, ça intéresse. Soit les stars, soit les gens qui nous ressemblent. Vous savez, chez vous, à Europe, j'ai été mortifié, il y a quelques semaines, d'entendre Christophe Ondelat raconter l'histoire d'un de mes copains d'enfance. Et ça, c'est un type avec qui j'étais au collège, dont je connaissais la femme, puisqu'ils étaient amis au moment du collège, et qui un jour tue sa femme parce qu'il se croit malade et perdu. Eh bien, je peux vous dire que lorsque vous entendez ça, d'abord, vous êtes sous le choc. Je la connaissais, l'histoire m'est racontée évidemment par Christophe, ça prend un autre sel. Je crois que c'est ça aussi qui nous fascine dans les histoires, parce que quand ces histoires arrivent à des gens qui finalement qui nous ressemblent, et ça nous interpelle évidemment nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, parfois... On pourrait basculer, bien sûr. Peut-être on a tous dans notre tête des gens, des hommes ou des femmes dont on se dit, peut-être un jour, il peut basculer. Autre ingrédient récurrent, c'est l'affaire non résolue. Ça, c'est vrai. Alors, on parlait de l'affaire Grégory ou Xavier Dupont de Ligonnès. Ça aussi, ça intrigue énormément, et puis ça vous permet d'en parler pratiquement chaque année. Ce sont des récurrents, ça. Ça feuilletonne. Il y a des histoires qui plaisent comme ça. Je pense qu'on va traîner un peu sur Lina et sur Émile. Il y a une histoire, moi, qui me fascine. C'est pas Dupont de Ligonnès, c'est l'affaire de Chevaline, la tuerie de Chevaline, parce que 4 victimes, parce qu'une espèce de mystère, mais impénétrable, et puis une arme, un type d'arme particulier qui signe le meurtre, et on n'arrive pas à trouver à qui appartient ce vieux pétard de 1906, un Lugère P06. Qui est-ce qui possède un truc pareil? Qui est-ce qui va aller tuer 4 personnes avec une arme qui fonctionne mal, qui est pas puissante, qui peut s'enrayer, qui tire que 7 coups, dont il faut changer les chargeurs, et le type fait ça en 60 secondes, il tire 24 cartouches. D'autant qu'en 2023, on n'a plus beaucoup d'affaires comme celle-ci, parce que avant, les affaires non élucidées, c'était légion. Aujourd'hui, avec l'ADN, la vidéosurveillance, les localisations téléphoniques, exactement, on a de moins en moins ce type de truc. Donc ça relève quasiment de la magie. Et c'est vraiment surnaturel. Mais d'ailleurs, j'imagine que les faits divers que vous traitez au quotidien, Maître, sont très différents, moins croustillants que ceux dont on va parler dans les médias, non? Ça dépend, parce que ils sont aussi... Moi, j'ai pu participer à des émissions, être invitée en tant qu'avocat d'une personne mise en cause dans une affaire. À ces émissions, finalement, tout est croustillant, c'est-à-dire que c'est le regard qu'on pose sur l'affaire qui lui donne de l'ampleur. On a quand même très souvent... moi, j'ai eu un client qui avait, sur une scène de crime, été pris d'un déchaînement de violence incroyable contre son amant. On ne comprenait pas pourquoi cette violence. La police n'avait pas compris, les psychologues n'avaient pas compris. Et on a fini par apprendre au moment des assises qu'il y avait un frère jumeau qui était mort quand il avait 6 ans. Et sa mère n'a plus pu, de ce jour-là, le regarder. Et que, effectivement, cette histoire-là a un peu sidéré tout le monde. Et donc, dans les petites histoires, vous avez toujours des grandes histoires à raconter. Et si on se place du côté des téléspectateurs maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté un peu voyeur, même un peu malsain, à regarder tous ces programmes et à se repaître de cette violence? Vous ne l'avez pas, vous?
On l'a tous, je pense. Vous savez qu'Anders Breivik, le tueur d'Oslo, reçoit 800 lettres d'amour par mois. Donc au-delà de la fascination qu'exercent les faits divers, les hommes accusés et condamnés, les serial killers, exercent une fascination. Ça a d'ailleurs même un nom psychiatrique. Ce sont chez des personnes des ressorts qui sont connus. Il y a un nom pour ça, je ne sais plus, c'est Johanna Rosenblum, notre psychologue attitrée à BFM, qui m'avait dit ça. Il y a un nom pour les gens qui kiffent les tueurs. C'est l'ibriophilie. Comment ? C'est l'ibriophilie. Oh, merci maître. Mais Guy Georges, Ibristophilie. Je vais la noter. Mais Guy Georges recevait plein de lettres d'amour. Et il va sortir peut-être bientôt. La question que je me pose derrière aussi, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop en fait dans les médias aujourd'hui ? Alors évidemment, vous en parlez beaucoup sur BFM TV de tous ces faits divers, sur toutes les chaînes d'infos. C'est vrai qu'on va en parler beaucoup. Et moi, je me demande si ça contribue pas aussi à créer un climat de peur parfois dans le pays, en donnant l'impression que les crimes sont partout. Alors que si on regarde les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a 2 fois moins de meurtres en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Non, mais je crois pas que ça alimente ce cycle-là. Alors, j'aime pas le mot fait divers. Je crois qu'on est tous friands d'histoire, quelle qu'elle soit. Et donc, ces histoires que si on ne les racontait pas, les gens iraient les chercher ailleurs. Vous savez, ça fait partie de l'histoire de la presse, ça. C'est ce qui a été un moteur de la presse, les faits divers. Et aujourd'hui, on a d'autres moyens pour les raconter. Là, on parle de la télé, on parle des émissions à la télé, on pourrait parler des podcasts aussi. Je trouve que raconter en podcast les histoires ont presque encore plus de puissance que celles que l'on traite en images. Je dirais même qu'on fait on traite l'actualité politique aussi à travers on fait diversion, en feuilletonnant, et que ça atteint. Mais après, vous verrez les gens se presser devant les salles de cour d'assises. De tout temps, on a essayé de rentrer, d'écouter. On est allé voir des exécutions. Enfin, je pense que ça c'est pas incité par la télévision, mais c'est justifié par ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin débattre de ce sujet. Maître Dorothée Bisakia-Bernstein, avocate pénaliste au cabinet Setback. Setback, c'est bien ça. Dominique Rizet et Christophe Delay, merci aussi à tous les deux. Et faites entrer l'accusé, c'est donc à 21h10 dimanche soir. Et sur le RMC dimanche Story. dès 6h sur l'appli RMC BFM. En avance. Dès 6h.